Alors, on va passer du coup dans la dernière partie des Cult and Click Awards ciné. C'est notre top 5 à chacun sur les meilleurs films de l'année. C'est donc la dernière partie, je l'ai dit. Nouvelle vidéo, donc pour ceux qui nous rejoignent sur la vidéo, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à faire un pouce vers le haut ou vers le bas comme vous voulez. Et on y va tout de suite. Qui veut commencer avec son top ? Oh, moi je m'en fiche, peu importe, comme vous voulez. Vas-y, t'as l'air chaud. Puis c'est toi qui avais les mots les plus sincères. Oh mais arrête, mais tu me balances que des pics dans cette cérémonie, c'est pas possible. Là. Eh bien, on va commencer par moi, du coup. Alors... Du coup, on commence par moi. J'ai mis en premier contact, en deuxième. Non, fais d'abord de 5 à premier. D'accord, Captain Fantastic, film que j'ai vu tardivement. Vous voyez que Captain Fantastic est dans ce top, effectivement. Vous l'avez dit dans le chat, il aurait pu, Viggo Mortensen aurait pu mériter le meilleur acteur pour ce film. C'est un film très touchant, un film très... Comment dire ? Touchant. Il y a une erreur sur le nom de l'affiche. Oui, c'est Mister Fantastic. En fait, c'est Mister, vous êtes planté. Non, voilà, j'ai passé c'est un très bon feel-good movie qui n'est pas moralisateur malgré le sujet. Voilà, Room aussi, on en a dit beaucoup. Ce film formidable porté par une Brie Larson exceptionnelle et une réalisation aux petits oignons dans ce film en deux parties, un peu. Une première partie en huis clos, une deuxième partie. Mais spoil pas, mais t'es fou. Mais arrête, là, tu vois, en fait. En disant ça, effectivement, tu les spoils. Des gens qui n'ont pas vu le film ne comprennent pas que c'est un spoil. Mais je voulais être solidaire avec toi dans le spoil. Ah, je vais devenir vulgaire. Hein. Bref, tu l'as été, figure-toi. Spotlight. Pour tout ce que je vous ai dit, je l'ai mis cette année dans meilleur scénario. J'ai mis Mark Ruffalo en meilleur second rôle masculin. J'ai mis Rachel McAdams en meilleur second rôle féminin. J'ai été marqué, touché par Spotlight. En fait, ce qui est très intéressant dans mon top 5, c'est que ce sont vraiment 5 films qui m'ont marqué de par soit ce qu'ils racontent, ce qui est le cas pour 4 de ces films, c'est-à-dire Premier Contact, Spotlight, Room, Captain Fantastic, soit par la maîtrise de leurs réalisateurs et de leurs acteurs, c'est-à-dire The Revenant. Bref, deuxième, The Revenant, DiCaprio exceptionnel, un film qui a permis de bien débuter cette année 2016 d'après moi, même si je sais que Laurent S qui est sur le chat, je crois qu'il n'est absolument pas d'accord avec moi. Bon, on l'avait vu ensemble au cinéma. Voilà, The Revenant de par la maîtrise de... Oui, mais c'est un mec qui voulait mettre dans le top 5 Suicide Squad. Enfin voilà, tout est maîtrisé dans The Revenant. Et par contre, Premier Contact, je suis un fan de Denis Villeneuve, je vous l'ai jamais caché, je trouve que c'est un peu le film de la consécration pour Denis Villeneuve après avoir fait alors pas Prisoners, mais je pense à Enemy, je pense à Sicario aussi, qui sont des films assez intimistes quand même, qui ont pas eu énormément de spectateurs. D'ailleurs, Premier Contact non plus a pas fait un score de fou au cinéma, mais Denis Villeneuve mérite. Denis Villeneuve est un réalisateur très très propre, très léché. On ne sent pas son intervention dans Premier Contact. Et sa vie sexuelle, non, absolument très bon. Et puis voilà, donc mon top 5, c'est Premier Contact, The Revenant, Spotlight, Room et Captain Fantastic. À moi vous, les gars. Et on terminera avec Big B parce que son top vraiment, et je pense surtout le 2 va vous surprendre. Et je l'assume. Ouais. Voici mon top avec en dernier, enfin en cinquième. Alors je précise tout de suite, je n'ai pas vu Tu ne tueras point de Mel Gibson et je n'ai pas vu non plus Mademoiselle. Il y a certains films qui auraient pu y être, comme par exemple The Strangers, mais je ne les ai pas mis. J'ai fait des choix. Le cinquième, c'est Les 8 salopards parce que j'ai trouvé que c'était un très bon Tarantino. Il est long, mais il est bon. Et le casting est très juste. Et ce fameux huis clos dont j'attendais beaucoup ne m'a pas déçu. Donc voilà pour Les 8 salopards qui méritent, à mon avis, amplement d'être dans ce top 5. Quatrième, The Neon Demon, le nouveau film de Nicholas Winding Refn, le réalisateur de Drive et de Only God Forgives, qui d'ailleurs développe actuellement une série télé avec Miles Teller. The Neon Demon, c'est un film esthétique absolument superbe et tout aussi horrible qu'il est superbe. C'est un film qui est détestable comme savait l'être Only God Forgives, mais qui a un côté absolument hypnotisant et passionnant qui est étonnant, emmené par Dakota Fanning qui crève l'écran dans ce film. D'ailleurs, elle aurait pu gagner l'Awards de la meilleure actrice s'il n'y avait pas eu Room. The Neon Demon, c'est une expérience à vivre qui va en déplaire beaucoup. Moi qui m'a déplu sur le coup,
mais a réussi à me séduire après coup. Et quand je l'ai revu, je n'ai pas été déçu de le revoir. The Neon Demon, c'est un très bon film. Le troisième, Room, parce que c'est la surprise de ce début d'année 2016, puisqu'il est sorti en janvier chez nous. Jacob Tremblay, je crois, le petit garçon. On dit que c'est Elle Fanning et pas Dakota. Elle Fanning, ouais, Dakota, non, c'est pas la même. Elle Fanning, pardon. Room, donc Jacob Tremblay, le petit garçon, est vraiment très bon. Brie Larson, on en a déjà parlé, la réalisation, le scénario, le fait que l'histoire vous prenne aux tripes et qui ait également beaucoup de retenue. J'ai trouvé que Room était un film également très bien mis en scène. Pour moi, il mérite largement d'y être et s'il n'y avait pas eu les deux premiers en fin d'année, Room aurait gagné pendant toute l'année 2016. Bon, c'est un peu stupide ce que je dis, que le troisième aurait gagné si les deux premiers n'étaient pas là, mais enfin bref, Room a été premier de mon top une immense partie de l'année. Le deuxième, Premier Contact, Denis Villeneuve, qui est un grand réalisateur. J'ai beaucoup aimé Enemy avec Jake Gyllenhaal. Qu'est-ce qu'il avait fait avant? Sicario aussi, bien sûr. Prisoners, Denis Villeneuve, c'est un très bon. Et là, il revient avec un film qui intrigue, qui te pousse à te poser des questions. Et notamment, on avait beaucoup débattu dans la critique qui avait été très longue sur le site, sur la chaîne, pardon. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si vous l'avez raté. Parce que plein de gens ne comprennent pas pourquoi on plébiscite autant Premier Contact. N'hésitez pas du coup à aller voir notre vidéo. On avait fait une longue critique de Premier Contact sur la chaîne. Pardon, Kier. Et voilà, Premier Contact, j'ai vraiment trouvé que c'était un bon film. Je te rejoins dessus. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que c'est ta deuxième année de suite que tu mets un film de Denis Villeneuve premier, parce que l'année dernière, tu avais mis Sicario. C'est possible. Oui, j'en suis sûr. Et du coup, voilà. Et Denis Villeneuve est très représenté. Il est fort possible qu'il le soit encore en 2017, puisqu'il y a Blade Runner qui arrive. Espérons que ce ne sera pas dans Déception. Alors, par contre, j'ai quelque chose à dire, c'est que globalement, dans cette année 2016, j'ai passé une année ciné tristounette. Il n'y a pas beaucoup de films que j'ai vus. Il n'y a pas beaucoup de films que j'ai vus qui m'ont vraiment plu. Le deuxième, Premier Contact, oui. Room, oui. Mais à partir de ces trois-là, c'est des films qui m'ont plu, mais avec des défauts. Enfin, j'ai pas eu le coup de cœur. Voilà. Par contre, il y a un film qui, pour moi, surclasse totalement l'année 2016 en ciné. C'est pour moi une véritable claque. C'est un des meilleurs films que j'ai vus dans cette décennie. C'est Manchester by the Sea, qui est pour moi, qui est un pur chef-d'œuvre, qui aurait mérité bien mieux aux Oscars, etc., mais qui aurait mérité aussi que beaucoup plus de gens aillent le voir. Manchester by the Sea, j'ai pas envie de vous raconter l'histoire. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est un petit peu le pitch du film, c'est un oncle qui va élever un neveu qu'il ne voulait pas et qu'il n'est pas apte à élever. C'est Casey Affleck qui joue cet oncle. Il y a Michelle Williams dans les seconds rôles. Il y a également l'acteur dont j'ai complètement oublié le nom, le héros de Super 8 et de Blue Line, qui est très bien dans ce film. L'acteur qui joue l'ado est très bon aussi. Mais Casey Affleck est bluffant. Et la vraie force de Manchester by the Sea, c'est que c'est un film qui, je l'ai dit tout à l'heure... Pourquoi tu parles de... Parce que c'est son meilleur film. C'est ton meilleur film. C'est mon film de l'année et de loin, mais vraiment tu t'obstines malgré les oui, de très très loin. Les flics qui sont aux portes de Casey Affleck. Non, mais arrête, parce que du coup ça va complètement entacher et pourtant Manchester by the Sea est vraiment un immense coup de cœur. Je pense qu'il aurait été dans mon top 5 si on avait fait Critic Awards pendant 10 ans, il était dedans, j'en suis certain. La vraie force de Manchester by the Sea, c'est sa justesse et sa capacité à nous contrôler du début à la fin au niveau de nos sensations, de ce que l'on peut ressentir devant ce film. C'est-à-dire que pendant une longue partie du film, il décide qu'il va y avoir un malaise, il décide qu'on va contempler des choses, etc. Mais qu'à aucun moment, il y a de nombreuses, j'ai un peu de mal à expliquer, mais il y a de nombreux moments où le film peut t'inciter à pleurer. Ce que des films comme Nos étoiles contraires auraient fait sans hésitation. Et il y a toujours ce petit truc qui fait que non, le film va refuser que tu pleures à ce moment-là. Et c'est à un moment bien précis qu'il va décider que tu vas tout lâcher. Et en ça, j'ai trouvé que Manchester by the Sea était brillant. Et il nous raconte avec une justesse folle une histoire qui est très dure. Et vraiment, j'ai été bluffé. Je suis sorti du film en ayant pris un vrai coup de boule. Et je suis allé le voir avec mon petit frère. Et à la fin, je lui disais, mais tu te rends compte de ce qu'on vient de prendre dans la tronche là? J'étais
Je suis sorti et pas bien. Et il t'a bien. répondu, bah non. Si, mais lui aussi m'a dit qu'il avait été très touché par ce film. C'est un vrai drame, mais un drame qui n'est pas là pour te faire pleurer, comme j'ai pris l'exemple de Nos étoiles contraires, mais c'est un très bon exemple. Manchester by the Sea, c'est un film d'un tout autre genre, c'est un très grand film, et je vous invite vivement à voir ce film. Si je ne devais retenir de cette année ciné qu'une seule chose, et je pense que ça s'est vu dans les awards, parce qu'il a gagné 6 des trophées de mon côté, et je pense que j'aurais pu lui en donner d'autres, c'est ce film il est incroyable. Voilà, il est vraiment incroyable. Et toi, Big B, ton top 5? Eh bien, mon top 5 qui va être affiché dans quelques instants. Le suspense est total. Eh bien, on va retrouver un top 5 à la fois cohérent, qui a une certaine force intérieure, qui a une dynamique, mais qui en même temps c'est plutôt réservé. On voit un top 5 qui est là vraiment arqué vers tout simplement la qualité. Alors, on va commencer du 5e, The Revenant, parce que c'est un film, on en a parlé, une réalisation incroyable, un très bon Leonardo DiCaprio, mais ce que je retiendrai avant tout, c'est la réalisation des plans séquences qui sont à tomber par terre, une photo qui est une des plus réussies de l'année, un film qui a une vraie cohérence du début à la fin. Qu'est-ce qu'il y a ? Je lis le chat qui me fait plutôt rigoler. Et donc ensuite, on va enchaîner avec The Hateful Eight, qui est malheureusement trop peu représenté dans mon top de l'année. C'est bien dommage parce que vraiment, c'est de loin le meilleur scénario. C'est vraiment un des meilleurs scénarios. C'est de loin le meilleur dialogue. Et vraiment, en termes de dialogue, c'est la seule raison pour laquelle il n'a pas eu mon award de meilleur scénario. Il aurait pu avoir les meilleurs dialogues, parce que tous les dialogues sont extrêmement réussis, parce qu'on est surpris du début à la fin. The Hateful Eight, Tarantino qui revient parmi les grands. Alors c'était déjà le cas avec Django, mais là il met un deuxième clou sur le... Est-ce qu'il en est déjà sorti des grands? Ouais, il y a quand même des films qui sont un peu loupés de Tarantino. Jackie Brown. Jackie Brown est un peu chiant. Ouais. Vraiment, il n'a pas fait que des bons films. T'es dur. Non, pour moi, les deux moins bons, c'est Kill Bill. Kill Bill volume 2. Ah, mais les deux. Volume 1 est ouf. Ouais, oui, ouais, non, mais mais les Tarantino sont très bons. Après, si vous me citez Boulevard de la Mort, je vais me fâcher parce que c'est mon Tarantino préféré. C'est pour ça qu'on ne te l'a pas cité. On enquille. Room, tout le monde en a parlé. C'est un des films qui est les plus marquants de l'année. Surprise complète, j'en attendais rien. J'ai vraiment pris un sacré coup pendant la soirée. Kubo et l'armure magique, parce que c'est pas parce qu'on est un film d'animation qu'on peut pas être le deuxième meilleur film de l'année. C'est un film qui a une poésie incroyable. La fin du film est vraiment touchante. Et cette animation réalise tout ce qu'un film d'animation peut faire par rapport à un film réel. C'est-à-dire que chaque petit mouvement est d'une subtilité et d'une poésie. Enfin bref, Kubo et l'armure magique, c'est un très grand film. Et Premier Contact, qui est un top 1 de raisons. Parce que la photo est réussie, parce que le scénario est réussi, parce que la mise en scène est réussie, parce que le sound design est réussi, parce que les acteurs jouent très bien. Et globalement, en fait, le film survole tellement l'année sur un nombre de techniques énormes, sur un nombre de critères importants, que du coup, ça aurait été étonnant que je ne le mette pas en numéro 1. Voilà, mais mon numéro 1 de cœur, c'est Kubo et l'armure magique. Petite anecdote. Tu as donc mis un film de Denis Villeneuve 2 années de suite, puisque l'année dernière, tu avais mis Sicario. Tout à fait. Et ça fait 2 années de suite que vous votez exactement pour la même chose, tous les deux. Salut pour les le campeurs, premier, et au Laker. Et au Laker, exactement. Merci à tous d'avoir suivi. Attends, j'aimerais juste un petit mot pour des deux films qui sont absents, alors que j'ai vu de nos tops et même des awards. C'est Deadpool, qui pour le coup était un très bon film de 2016, et je tenais à le signaler. Et moi, j'ai envie de faire une petite mention spéciale à Midnight Special, justement, un film que j'avais plutôt apprécié. Sur le chat, vous nous parlez
énormément de Tu ne tueras un point, le film de Mel Gibson. On ne l'a pas vu. Dernier train pour Busan aussi. Et Dernier train pour Busan, moi je l'ai vu, j'ai trouvé ça sympathique, mais pas de là à s'enflammer, à se rouler par terre, à le mettre dans le top 5. Walking Dead. Oui, après la petite page de pub, puisqu'en fait on va couper le live et relancer. Exactement. Donc on se retrouve d'ici 5 minutes pour la review de l'épisode 15 de la saison 7 de The Walking Dead. Ceux qui nous ont regardé en live, en vidéo pour les QT Geek Awards ciné, merci à tous. On se retrouve l'année prochaine pour les Awards. Cette fois on essaiera de faire plus tôt que cette année. Hein, on peut le dire. Et si vous voulez, pendant la pause, que le chat sera toujours activé, poser des questions sur ce Set Squad, Laurent S sur le chat pourra y répondre. C'est vraiment le plus grand fan FR que j'ai pu voir. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions sur la méta, sur tous les personnages. Sur le personnage de Slipknot. Et on se retrouve avant que notre ami Cardel fasse un nonolingus avec quelqu'un. Bisous à toutes. Ciao. Et à tous. Let's go!